J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue pour cette nouvelle aventure de Débat 24, votre émission, lundi 18 septembre 2023. Nous allons parler processus électoral et rentrée parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Des questions épineuses demeurent toujours et pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux Jojo Maele. Il n'est plus à présenter, il est politologue et analyse des questions politiques, à qui j'ai dit merci et bienvenue. Merci Monsieur Henri, je vous réitère mes salutations. Déjà je veux vous jeter les fleurs pour le travail abattu. Merci. Je pense que dans l'écologie je vous ai dit que vous êtes en train d'abattre un grand travail personnellement et puis en global sur la chaîne. Aujourd'hui c'est 24 ans, c'est plus à prouver sur le travail que vous êtes en train de faire. Donc étant une personne qui est reconnaissante, je dois vous jeter des fleurs. Et j'ai salué mon co-débatteur avec qui nous avons partagé le plateau, Monsieur le jeune Kabongo. Par ces mots, je profite de saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent, et toutes les autorités de la République, la première institution Félix-Antoine Tshisekedi, et je jette les fleurs au travail bien fait, excellentissime, abattu dans la province du Lualaba par la gouverneure Fifi Masuka. Aujourd'hui, s'il y a des lieutenants ou des généraux de M. Félix-Antoine Tshisekedi qui donnent du crédit à notre bilan, Madame Fifi Masuka fait partie. Et quand je parle des généraux, je vois aussi Madame Yvette Angoussi, qui est l'une des parties fortes du Lualaba, qui accompagne la vision du chef de l'État par le biais de Madame Fifi Masuka. Donc je suis en train même de le dire dans tous ces plateaux ces jours ici, nous voudrons que dans la mandature de 2024 au gouvernement de Kinshasa, que nous ayons un ticket gagnant, pourquoi pas des dames au sein de la ville de Kinshasa, Fifi Masuka plus Yvette Angoussi. Donc nous étant que communicateurs de l'Union sacrée, nous sommes censés de propager positivement les actions réalisées par les autorités de la République. Madame Fifi Masuka a un très grand travail là-bas, un très grand travail, et Madame Yvette Angoussi aussi a un grand travail. Ils accompagnent les chefs de l'État, elles plutôt accompagnent les chefs de l'État, et nous sommes censés les dire dans les médias crédibles comme C24. Merci beaucoup M. Jojo Maele. En face de vous, Opika Kabongo Isaac, président de la Ligue de jeunes du parti politique Lèvons-nous et Bâtissons. Merci et bienvenue. Merci beaucoup. C'est vraiment un grand honneur pour moi d'être sur les antennes de C24. Certainement c'est pour la première fois. Et dans la même ligne de conduite, comme l'a fait mon frère Jojo Maele, j'aimerais dire aussi bravo. Certainement nous sommes en train de constater la hauteur ainsi qu'une vision de grandeur par rapport à tout ce que j'ai trouvé ici. Merci. En tout cas une organisation d'un auteur en tout cas élevé. Et là je dis bravo et félicitations encore une fois de plus. Et je profite aussi de signaler, puisque là lorsque vous m'avez présenté, il y a c'est dans nos téléspectateurs, si pas les mamans de la commune de Guiringiri aiment beaucoup plus s'appeler, puisqu'ils m'ont consacré au nom de Eugène Kabongo. Lorsque vous avez parlé, j'ai entendu juste que vous avez parlé d'Opika Kabongo Isaac, certainement c'est ça, mais ils ont préféré, voilà, c'est la référence à vos adeptes. Vous allez les reconnaître. Ils se sont dit voilà, nous devons lui consacrer de cette manière là. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de graines, mais pas
prendre n'importe quelle graine qui, dans le Pikaka Bongo, dit les jeunes Kabongo, est comme référence en fait. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes appelés comme ça. Je salue aussi les camarades Alain Bolodjoa qui, depuis un long moment, est en train de séjourner en Europe. Et pour le moment, je pense qu'il est en Suède. Et il est en train d'écrire un livre très important et je pense qu'il est en train de beaucoup travailler. Je l'encourage et il a le soutien de tous les partis politiques. Et je salue aussi le parti politique dans son ensemble. Merci pour l'invitation. Très bien, on doit rappeler que M. Alain Bolodjoa, si je bien prononcer, est le président du parti politique Levons-nous et Bâtissons. Exactement. Voilà. On va passer à notre premier sujet, processus électoral. On en parle. La CENI a ouvert le bureau de réception de traitement des candidatures pour la présidentielle prévue le 23 décembre 2023 selon les calendriers publiés par cette centrale électorale. Quelques candidats ont rompu la tradition, ont rompu la coutume en déposant leur candidature. Le cas de Constant Moutamba et M. Matata Mponyo Mapon. On revient sur ce reportage que nous propose la rédaction de C24+. Pour la présidentielle, a tout de suite été pris d'assaut les premiers jours. Des candidats sont venus faire acte de candidature pour assurer leur participation à la course au palais de la nation. D'entrée des jeux, Augustin Matata Mponyo, président du parti politique leadership du gouvernement pour le développement, était le premier à déposer sa candidature. Il était accompagné du cadre militants de sa formation politique. Déposer ma candidature. Bon, bah écoutez, vous le savez, moi je n'ai pas beaucoup de promesses à faire parce que ayant été Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai fait beaucoup de choses qui restent dans la mémoire des Congolais. Dans les mêmes élans, les coordonnateurs de la dynamique progressiste révolutionnaire d'IPRO, Constant Moutamba, s'est plié à cet exercice. Je suis le candidat du peuple, candidat de la jeunesse congolaise dans son ensemble, candidat de la rupture. Le peuple se mobilisait, le peuple... Contrairement au dépôt des candidatures pour les législatives et l'élection des conseillers communaux, dès son ouverture, les bureaux de réception et des traitements des candidatures pour la présidentielle a tout de suite été pris d'assaut les premiers jours. Des candidats sont venus faire acte des candidatures pour assurer leur participation à la course au Palais de la Nation. D'entrée des jeux, Augustin Matata Mponyo, président du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, était le premier à déposer sa candidature. Il était accompagné des cadres militants de sa formation politique. Et je me réjouis d'être le premier à avoir déposé ma candidature. Bon, bah écoutez, vous le savez, moi je n'ai pas beaucoup de promesses à faire parce que ayant été Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai fait beaucoup de choses qui restent dans la mémoire des Congolais. Dans les mêmes élans, les coordonnateurs de la dynamique progressiste révolutionnaire d'IPRO, Constant Moutamba, s'est plié à cet exercice. Je suis le candidat du peuple, candidat de la jeunesse congolaise dans son ensemble, candidat de la rupture. Le peuple se mobilisait, le peuple a cotisé pour que je paye la caution afin que je le représente à la prochaine présidentielle. Vous savez, notre campagne électorale sera lancée sous le thème rupture. Nous voulons rompre avec l'insécurité à l'est du pays. Notre priorité sera de faire arrêter M. Paul Kagame une fois élu président de la République. En somme, les candidats Augustin Matata Mponyo et Constant Moutamba étaient reçus à leur demande par les présidents de la CENI, Denis Kadima Kazadi, en visite et courtoisie, vu la pertinence de l'activité du jour.
On revient sur ce plateau. Merci beaucoup Hilaire Nyoka avec ces dépôts de candidatures. D'autres candidats présidents se sont prononcés, ont déposé dans la suite logique leurs candidatures. Ils ont manifesté leurs ambitions, n'est-ce pas, d'être le premier citoyen de la République. Alors je reviens vers vous, Idio Mayele. Est-ce qu'on peut se dire qu'avec l'ouverture de BRTC, la réception de candidatures des différents challengers, on peut se dire que le chemin pour les élections présidentielles en 2023, enfin on y est? Ben oui, hein, je pense que ici il faudrait d'abord féliciter ceux qui ont déposé leur candidature. Cela prouve combien ils sont courageux et puis combien ils sont ambitieux. Parce que moi je l'ai toujours dit, la question électorale, c'est d'abord une question qui est personnelle, une question qui dépend des velléités et des ambitions personnelles avant que cela arrive dans nos familles politiques et puis dans nos regroupements politiques. Alors ici, c'est qu'il faudrait dire que plusieurs personnes sont confondues. Ils pensaient qu'on allait avoir un format dialogue, on allait avoir un format négociation. Plusieurs personnes, plusieurs personnes ont fait, se sont imaginées de la sorte. Et je pense que l'effet que les BRT sont ouverts pour les candidatures des présidents, je pense que plusieurs personnes vont mettre les mains sur la tête. Alors ici, il faudrait aussi d'une manière très approfondie analyser les candidatures de chaque personne, voir le pour et le contre. Et moi je pense que c'est dans ça que peut-être je pourrais établir mon analyse, parce que nous, notre candidat, comme nous l'avions dit, l'Union sacrée, ce n'est que Félix-Antoine Tshisekedi, mais nous partons dans une bataille qui est électorale, une bataille qui doit être conventionnelle. Il faudrait voir le pour et le contre, quelques indicateurs qui feront à ce que notre candidat puisse gagner. Nous avons ces indicateurs. Par exemple, il y a les indicateurs alliance et les indicateurs sociologiques. Par les indicateurs alliance, on va les lier aux indicateurs sociologiques. La RDC est divisée du point de vue électoral ou sociologique par 4 zones linguistiques. Et il y a les Lingala, Tswahili, Luba et Kikongo. Les 4 zones linguistiques renferment les différentes alliances qu'il faudrait faire dans le domaine électoral pour gagner les élections. Alors, les différentes alliances-là, il faudrait les faire avec les différents leaders de ces coins linguistiques qui ont un ancrage plutôt sociologique avec ces coins. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, lorsque nous partons dans la logique électorale, que les élections en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, se basent plus sur les clivages socio-anthropologiques. Alors, Félix-Antoine Tshisekedi étant politique, s'est mis dans un confort de pouvoir tisser les alliances avec les grands leaders ressortissants de ces 4 zones linguistiques. Par exemple, si vous venez dans la zone swahilophone, M. Félix-Antoine Tshisekedi, il y a des grands leaders de cette zone-là. Il a M. Bahati, il a M. Vital Kamerhe, qui déjà leur parti famille politique font un poids énorme. M. Bahati, il fut et il est la deuxième force politique parlementaire. Et quand nous partons dans la zone aujourd'hui, dans la zone lingalaphone, il a encore des grands noms autour de lui. Il a Jean-Pierre Bemba, il a Guy Luando, il a Léli Yaou, il a des grands noms. Quand vous venez dans la zone lubaphone, lui-même il est ressortissant. À part lui, il a des grands noms. Et quand vous venez dans la zone kikongophone, il a aussi des grands noms. Il a le Mbosso, il en a plusieurs. Donc, lorsque nous faisons un puzzle électoral, nous allons comprendre que Félix-Antoine Tshisekedi va gagner les élections. Très bien, on va y revenir. Souffré, on va y revenir sur le profil de chaque candidat, ce qui nous permettra de faire une analyse un peu beaucoup plus approfondie. Je reviens vers vous, les jeunes Kabongo. Est-ce que, premièrement, vous partagez l'avis de Idio Mayele sur les ambitions de certains candidats face à Félix Tshisekedi, qui est aussi candidat? Et deuxièmement, est-ce qu'on peut féliciter la CENI? Est-ce qu'on peut lancer une fière chandelle à la CENI par rapport au travail abattu dans un temps imparti? Bon, lorsque j'étais en train d'écouter mon co-débatteur Idio Mayele, j'ai eu des larmes, justement parce que je sentis que tous ces discours dont il était en train de nous faire étaient basés beaucoup plus sur des sentiments. Première des choses, nous, la partie, exactement, je ne partage pas, je ne suis pas d'avis avec ce que Idio Mayele a dit. Et donc, la première des choses, c'est que le parti politique Levons et Bâtissons s'est dit depuis l'année 2021, après les différents
constats que nous avions fait en ce qui concernait l'organisation de la CENI, nous nous sommes dit que nous n'allons pas aller aux élections. Premièrement, à chaque fois je l'ai dit, lorsque je prends la personne qui chapeaute cette CENI, Monsieur Kadima, qui sur l'élection a posé problème, il y a eu un problème de consensus. C'est alors que nous étions désolidarisés par rapport à ce processus électoral. On s'était déjà dit que nous n'allons pas être partants par rapport à cela. Et donc cela avait déjà posé problème. Lorsque vous dites qu'il faudrait jeter des fleurs à la CENI, je serais très étonné. On ne pensait pas y arriver. Je serais très étonné parce que, vous savez, une organisation est bien jugée par rapport à son efficacité et même son efficience. Lorsque je parle de l'efficacité, je parle certainement, je parle de ce but qui est atteint. Mais lorsque je parle de l'efficience, je vois la qualité. Et quand nous voyons ces différents indicateurs par rapport au travail abattu à la CENI, au travail plutôt réalisé de la CENI, vous verrez que ces deux indicateurs n'ont pas leur raison d'être. Pourquoi? Parce que en ce qui concerne la qualité, vous verrez que la CENI est en train d'atteindre certains objectifs en retard. Ce qui fait en sorte que cette commission électorale qui n'a pas confiance dans, plutôt, qu'est-ce que je voudrais dire, en fait, ce qui est en train de nous montrer à l'ONU que cette organisation n'est pas une organisation à laquelle nous devons placer notre confiance. Et la deuxième des choses, c'est que lorsque je parle de l'efficience, je parle de la qualité en fait. Mais dites-moi aujourd'hui, comment est-ce qu'il y a eu, combien de fois il y a eu de différents constants que nous avions élevés par rapport à ces processus électoraux. Vous voyez de l'autre côté l'enrôlement qui n'avait pas fini, qui jusque dans un certain territoire, l'enrôlement n'a pas été fait avec qualité. Exactement. Et même l'enrôlement qui a continué après que... J'ai fait un constat. C'est que lorsqu'on a commencé à donner des duplicata, ici à Kinshasa, je me suis posé des questions. Comment est-ce que nous saurons que ces cartes d'électeurs sont des duplicata? Il n'y a aucun signe qui nous signale véritablement que ce sont des duplicata. Et donc c'est pour dire que l'enrôlement est en train de se faire encore. Ça c'est une forte révélation, si l'enrôlement continue. C'est ça ce que je suis en train de dire. Et cela est encore un chemin qui a occasionné encore de la fraude. Voyez-vous. Et donc jeter des fleurs à la CENI, ça serait une occasion, si pas ça serait le fait de cautionner toutes ces forfaitures qui sont en train d'être bien organisées. Et donc voilà pourquoi nous nous avions dit que nous n'irons pas aux élections par rapport à tout ce qui a été réalisé. Sauf que je vous relance, est-ce que vous estimez, en âme et conscience, logiquement qu'à ces stades, avec le BRTC ouvert pour les deux premières phases, la députation provinciale et nationale, est-ce que vous estimez à ces stades que les revendications de l'opposition, d'une frange de l'opposition, notamment de votre parti politique, Levons-nous et Bâtissons, est-ce que ces revendications peuvent faire route à ces stades au moment où tout le monde est disposé pour les élections? Pas tout à fait. Lorsque nous avions, il y a eu des recommandations. Vous êtes de ceux qui pensent que les circuits dialogue serait la meilleure des solutions? Pas encore. Nous ne sommes pas de ceux-là qui voudraient qu'il y ait un dialogue. Ouais. Nous ne sommes pas aussi de ceux-là qui, après que toutes les recommandations que nous avions faites à la CENI ayant été non respectées, sinon ayant été non respectés, et donc nous nous étions déjà dit que nous ne serons jamais partants par rapport à l'organisation de ces élections. Et donc ici notre problème c'est quoi? Nous avions eu à faire des recommandations à la CENI, nous les partis politiques, les vendeurs et bâtissons. Tout ce qui a été dit, toutes les demandes que nous avions faites, M. Kadima a fait le sourd d'oreille et on s'était dit nous fermons nos bras, nous croisons nos bras. Et ce qui nous reste, ce n'est rien d'autre qu'enclencher l'article 64 qui parle de la révolution. Et donc, c'est la seule arme que nous, le parti politique, Levons-nous et Bâtissons, nous nous sommes dit il faut que nous puissions l'utiliser. Très bien. Parce que nous n'avions pas confiance, nous n'avons pas eu confiance dès le départ de cette organisation, de cette CENI.
Revenons sur les profils des différents candidats. Monsieur Jojo Maïlé, d'un côté, l'opposition tout entière n'est pas partante par rapport aux élections, les revendications non rencontrées par Denis Kadima. Est-ce qu'il y a lieu de voir, dans la mesure du possible, trouver une ouverture, une possibilité, une brèche, afin que toutes les parties prenantes se retrouvent à la table, autour d'une table, afin que le chemin soit véritablement balisé pour les élections 2023? Vous savez, lorsqu'une femme est grosse, elle a toujours des recommandations et des caprices. Mais après la grossesse, après sa maternité, cette femme-là rentre normalement. Elle rentre une femme ordinaire comme toutes les femmes. Les caprices d'une femme enceinte n'est pas une maladie. N'est pas enlever les gants, femme enceinte, beaucoup de beaucoup de métaphores. Exactement. Il y a certaines personnes qui est femme enceinte qui l'est pas. Il y a une certaine portion de l'opposition qui font les caprices comme des femmes enceintes, mais après ils vont rentrer dans les combats politiques. Je pense que si aujourd'hui M. Matata Pogno et les autres sont dans le combat électoral, c'est parce qu'ils se disent que nous sommes politiques, nous devons y entrer. Vous savez, la démocratie, comme ces régimes qui admettent les chocs des idées, c'est aussi un régime qui prône la notion de la majorité au détriment de la minorité. Et c'est une notion qui est très structurelle. Elle renferme en elle les institutions, elle renferme en elle les lois. Nous avons une loi organique qui régit la CENI. Nous avons une CENI. Et il faut se poser la question. Entrons dans les analyses des fonds, des analyses structuro-organisationnelles. C'est quoi la CENI? Aussitôt, mon frère a parlé d'une dimension très importante. L'objet, mission, objectif de la CENI, c'est quoi? Lorsque vous lisez l'article 211 de la Constitution et l'article 9 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, on vous dira où les différentes dispositions légales démontrent c'est quoi la CENI, quelles sont les missions de la CENI. La CENI a pour mission d'organiser le processus électoral. Elle a pour mission, je me répète, d'organiser le processus électoral. Ce qui signifie, il revient à la CENI de pouvoir mettre des dispositions qui vont permettre à ce que les processus électoraux soient organisés en bonne et due forme. Est-ce que, Souffré, une question me vient à l'esprit. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cette phase électorale déclenchée par la CENI est-elle crédible? Ben oui, elle est crédible. Sans une frange de l'opposition? Ben elle est crédible. On fait du forcing? Non, on ne fait pas du forcing. Elle est crédible parce que si nous partons d'une manière très numérique, la CENI a répertorié, je crois, 910 partis. Et dans les 910 partis, il y a quelques-uns qui se sont abstenus. Si on cherche une certaine majorité numériquement, ces partis-là, ils sont. Si nous partons dans une logique politologique, nous cotons les partis sur poids de leur poids politique. Vous allez comprendre que c'est de la majorité, ceux qui participent, ils ont un poids élevé par rapport à ceux qui ont refusé d'aller aux élections. Donc je pense que cette question-là, c'est, comme j'ai toujours dit, la question électorale, c'est une question des ambitions et des velléités. C'est aussi une question de stratégie. Pourquoi je l'ai dit? Parce que, vous savez, l'actuel cadre juridique que nous appelons la loi électorale a restreint le terrain avec l'article 22 qui introduit les seuils des représentativités. Cela conditionne à ce que chaque parti politique ou chaque groupement politique présente les 60% des postes à pourvoir, au moins les 300 candidats. Primo, il faudra avoir une ressource humaine qualifiée. De deux, il faudra avoir les finances pour payer les cautions. Si vous n'avez pas l'argent, il faudra avoir 50% des femmes, 50% des hommes pour que vos listes soient acceptées. Mais ça pose problème, la question de la ressource humaine. Donc je pense que sur cette question, c'est pas question on exclut, on ne veut pas. Non, c'est une fuite très stratégique. Alors, avant que j'arrive sur la question du profil des candidats, lorsque mon frère parle de l'article 64, l'article 64 qui va déclencher, il parle de la révolution. De la révolution. Bon, on fait la révolution sur base de quelque chose. L'article 64 est clair. L'article 64 dit que il faudrait déclencher cette révolution si une personne voudrait prendre le pouvoir par la force. Déjà, nous ne sommes pas dans ce contexte-là. Si quelqu'un ou une personne de la population du peuple voudrait renverser le pouvoir constitutionnel. Mais qui veut renverser le pouvoir constitutionnel? Il parle de l'échec de la CENI. La CENI a échoué. Ben, la CENI a échoué.
Mais ici, partons dans une approche qualitative. La mission de la CENI, c'est organiser le processus électoral. Processus électoral, ensemble des opérations qui mènent aux élections. Processus électoral à 3 phases. Le processus électoral. La phase préélectorale, la phase électorale et la phase post-électorale. Le processus électoral prend son fin lorsque la Cour constitutionnelle proclame officiellement les candidats présidents de la République et légitime tous les candidats. Mais lorsqu'il dit que la CENI est échouée, c'est sur base de quel indicateur? Parce que sur base des recommandations. Non. Elle n'est pas parvenue, je ne fais pas le porte-parole, mais elle n'est pas parvenue à réunir toutes les parties prenantes. Non, monsieur. Non, monsieur Henri. Les recommandations ne sont pas les recommandations venant de l'opposition, ce n'est pas une parole de Dieu. Les recommandations venant de l'opposition, ce sont des propositions. Donc, souffrez que je vous relance. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez, vous soutenez Félix Tshisekedi comme candidat, eu égard à d'autres candidats, en quoi Tshisekedi est-il un candidat idéal, à votre avis? Avec quel bilan? Ben déjà, si je veux analyser la question de M. Félix Antoine Tshisekedi, je vais un peu me balader en tout et pour tout. Un peu dans la spiritualité, un peu dans les actions, un peu dans les contextes des alliances. Et dans la question de la gestion, Félix Tshisekedi a fait mieux que les 18 ans. 5 ans de M. Félix Tshisekedi n'est pas équivalent aux 5 ans ou 18 ans antérieurs. Premier indicateur, moi je vais sur base des indicateurs. Félix Antoine Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, il trouve une structure qu'on appelle État, l'État congolais, mais dans une dimension matérielle. Ça signifie, nous avons un territoire, nous avons une population, une souveraineté, et nous avons un peuple. Mais dans sa dimension fonctionnelle et organisationnelle, l'État dans sa dimension fonctionnelle et organisationnelle avait un problème. Par ces problèmes-là, on avait des handicaps et des anomalies pour que chaque institution, ici nous partons dans une approche systémique, pour que chaque institution puisse faire son travail selon les attributions qui y sont affiliées. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui même, les receveurs, les mamans qui vendent les légumes parlent de l'IGF. Posez-vous la question, est-ce que l'IGF existait seulement? L'IGF a commencé à exister plutôt depuis le 24 janvier 2019, lorsque Félix Antoine Tshisekedi a prêté serment. La Cour des comptes. L'exemple les plus fréquents, ce sont nos députés, ceux que nous appelons les législateurs. Ils ont des attributions, ils ont des missions. Légiférer, contrôler l'action du gouvernement, contrôler l'action des entreprises publiques. Est-ce qu'ils s'affilient à ces missions? Non. Nous avons eu des commissions qui ont contrôlé les actions du gouvernement, qui ont même été médiatisées. Donc, même je vais au sein des entreprises publiques. La maximisation des recettes, l'agrandissement de l'assiette fiscale, ce sont des choses jamais vues. Nous venons dans je suis en train de me balader pour rassembler les pièces de puzzle. Regardez comment l'armée congolaise se restructure le jour le jour. Partons dans la dimension diplomatique. Félix Antoine Tshisekedi commence cette gymnastique diplomatique. La plupart des personnes ont dit que c'est un monsieur qui ne voulait pas rester dans son pays. Mais regardez l'image extérieure du Congo d'aujourd'hui. Regardez comment la RDC se trouve dans tous les salons diplomatiques. Vous êtes un journaliste avéré et mieux informé que nous. Vous avez vu, il y a un sommet rassemblant les 3 grands pays qui ont plus de forêts tropicales. L'Indonésie, la République démocratique du Congo, le Brésil. Est-ce que dans le passé, lorsqu'on convoquait ces genres de sommets, les Congos étaient représentés dignement? Non, les Congos étaient représentés par des commissionnaires. Nous avons vu, vous et nous ici, comment est-ce que les corps diplomatiques... Vous parlez des commissionnaires? Mais oui, les Congos étaient représentés par des commissionnaires. Oui, je m'assume de ce que j'ai dit. Des commissionnaires diplomatiques. Oui, des gens qui n'engageaient aucune institution de la République, mais sur base de certains deals partaient représenter la RDC. Très bien. Souffrez que je vous relance. Souffrez que je vous relance parce que j'ai vu le jeune Kabongo en train de prendre note.
Je vous relance. Monsieur Lejeune, le chef de l'État Félix Tshisekedi est à New York afin de participer à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui va se tenir du 19 au 26 septembre. Parmi les questions qui vont être abordées, les gens estiment qu'il abordera la question du désengagement de la MONUSCO, enjeux électoraux et tensions dans la partie de la RDC. Est-ce que vous pensez que la situation sécuritaire dans la partie Est est comme une sorte de pine dorsale dans le pied de Tshisekedi? Bon, je pense que vous avez touché à un point très essentiel. Et c'est parmi l'une des grandes causes de l'échec de M. Félix Tshisekedi. Vous savez, c'est tellement très hanté lorsque je suis en train d'écouter mon frère Dio dire que Félix Tshisekedi a réussi son bilan. Je suis très étonné. Vous ne partagez pas cet avis, bien sûr. Je suis très étonné et tellement estomaqué parce que je me dis, si nous étions à Goma, si par exemple cette émission, cette chaîne était à Goma et qu'on était en direct, les Gomatraciens allaient venir vous chercher, chers camarades. Allez venir vous chercher, non pas pour vous faire du mal, mais pour essayer de vous montrer le chèque de M. Tshisekedi. Mais, comment est-ce que... Vous savez, M. Tshisekedi, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a trouvé l'État congolais, il a trouvé que l'État congolais, si pas, nous étions encore en train d'exister notre superficie était de 2 345 000 et quelque chose de poussière comme ça. Mais lorsque M. Tshisekedi a commencé à diriger les choses, il a pris les bâtons, il a commencé à diriger. Arrivé quelque part, M. Tshisekedi, à cause de sa fraternité avec certains États, M. Tshisekedi a fait en sorte qu'aujourd'hui, que l'État congolais ne puisse pas exister dans sa totalité. Là, je parlerai de Bunagana qui, jusqu'aujourd'hui, ça fait beaucoup de temps que Bunagana a été pris. Et Diomaye, quand nous parlons des éléments d'un État, les éléments de l'existence d'un État, pourrions-nous... Les éléments constitutifs, voilà, d'un État. Pourrions-nous dire que l'État congolais que nous connaissions d'avant, c'est l'État congolais que nous connaissons aujourd'hui? Non. Il n'y a pas longtemps ici, je me pose des questions. Il y a eu la rentrée scolaire. Comment est-ce que les gens de cette partie-là sont en train d'étudier? Les élèves de cette partie-là sont en train d'étudier. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Quelle est l'administration qui est mise en place de l'autre côté? Et ce sont des éléments très importants qui nous amènent justement à dire que M. Tshisekedi n'est venu que faire des troubadours. Est-ce que vous pensez que, monsieur Lejeune de Kabongo, est-ce que vous pensez que les contraintes sécuritaires, les contraintes financières, aujourd'hui, elles peuvent handicaper le bon déroulement du processus électoral, à votre avis? Bon, je pense que cela n'est pas d'ailleurs l'une des priorités de ces régimes. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui lorsque nous avions commencé à parler de ces problèmes de la sécurité. Mais ces régimes, vous remarquerez qu'ils font semblant. Ils n'ont que la volonté d'organiser les élections. Ils n'ont que la volonté d'organiser des élections. C'est pour cela il y a cette différence entre un homme politique et un homme d'État. Et donc dans ces régimes est constitué que des hommes politiques. Ce sont des personnes qui ne pensent qu'aux élections. Mais si réellement dans ces régimes, il y avait des hommes d'État, c'est-à-dire ces hommes qui pensent à la génération future, à l'existence de l'État, comme il se doit, on n'allait pas organiser des élections tout je ne sais pas comment je peux dire, mais tout en assentant qu'au niveau de l'État, son existence est un peu biaisée. Et donc c'est là où ça pose un tout petit peu problème. Le problème de la sécurité, en relation internationale, on dit que tout État, chaque État, lutte au maximum pour sa sécurité et au minimum pour sa survie. Et donc, quant à par rapport à ces principes-là, nous dirions que la République démocratique du Congo ne fait pas son travail. Très bien. Sauf que je vous pose des questions avant de passer avant de donner la parole à M. Diomaye, avant de passer à un autre sujet aussi important, comme celui électoral. Quelle est officiellement la position du parti politique Levons-nous et Bâtissons? Et donc, je l'ai très bien dit au début. Les partis politiques Levons-nous et Bâtissons, c'est dit qu'il faut enclencher l'article 64. Très bien, parce que vous avez observé que vos revendications ne sont pas respectées par la CENI. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas de ceux qui pensent que les circuits de dialogue seraient une solution. Non, les circuits de dialogue viendra encore remplir les poches
Très bien. Donc ça ne sera qu'une bande de certaines personnes qui ne viendront que profiter de l'argent de la République. C'est comme cela s'est passé auparavant avec M. Kabila. Tout ce que nous voulons, c'est qu'il faut un changement radical. Très bien. Peu importe le moyen. Une dernière question. Voilà, un changement radical, une dernière question. Avez-vous appris qu'il y a des jeunes qui réclament la candidature de Martin Fayoulou aux élections présidentielles du 23 décembre? C'est tout à fait normal, mais nous étions parmi ceux-là qui ont dit à Martin Fayoulou du fait que lorsque nous avions détecté le trace de fraude, le trace d'une organisation mêlée de l'hypocrisie, une organisation de la CENI, dont je suis en train de parler, c'est-à-dire j'étais parti au début de l'élection de la CENI, il y avait un problème de consensus. Monsieur Kadima, vous connaissez comment est-ce que cela s'est passé, et donc à partir de cela, nous avions dit que nous n'irons pas aux élections. Voilà pourquoi nous avions conseillé M. Martin Fayoulou depuis un long moment de ne pas participer aux élections. Très bien. Et donc c'est ça notre position. Très bien. D'après ce qui se raconte dans les officines politiques, dans les couloirs politiques, dans les laboratoires politiques, il faut que Martin Fayoulou, M. Diomayele, participe à cette élection. Il faut que Fayoulou prenne part, dépose sa candidature aux élections du 23 décembre. Les gens se permettent de faire des réflexions du genre il faut que la CENI ouvre une brèche afin que Fayoulou dépose sa candidature, ce qui va permettre pour les uns renforcer sa crédibilité, pour les autres il va s'enterrer. Certaines opinions estiment qu'il faut que Martin Fayoulou participe aux élections parce que selon ce qui se raconte, il n'y aura pas élection, et que s'il n'y a pas élection, ce sont ceux qui ont déposé leur candidature à la présidentielle qui auront part au dialogue, à la négociation. Est-ce que ces informations vous disent quelque chose? Je pense que je partirai par des métaphores pour ne pas blesser l'opinion. Lorsque on traite une boîte de conserve d'être périmée ou d'une nourriture d'être périmée, cela signifie quoi? Quand moi, Diomayele, j'ai dit qu'il ne faudrait pas consommer cette boîte de conserve, elle est périmée, ça signifie quoi? Bon, ça signifie que la boîte elle est périmée, il ne faudra pas la consommer. Vous avez aussi appris que la jeunesse réclame Martin Fayoulou. Quand on dit que cette boîte est périmée, ça signifie qu'on ne la consomme pas, il faut la jeter. Monsieur Martin Fayoulou s'est désorienté de son combat. Monsieur Martin Fayoulou a perdu. Là, c'est vous qui dites, hein? Oui, vous dites qu'il s'est désorienté de son combat. Analysons un peu la question sur M. Fayoulou avant que j'entre sur ce que M. a dit. M. Fayoulou, depuis 2006 jusqu'à nos jours, il a postulé à quel niveau? Il a été député provincial et puis député national. Ouais. Au nom de l'ECID, vrai ou faux? Vrai. C'est l'ECID qui a porté ces messieurs. On arrive en 2018, les cartes vont changer. Ce n'est pas l'ECID qui va porter Fayoulou, mais c'est Lamouka. C'est l'aura de Lamouka. Pourquoi Lamouka? Parce qu'il y a une certaine symbiose de personnes qui sont fortement financiers et certaines personnes qui ont de l'aura comme Jean-Pierre Bemba, personne ne peut les nier, et comme le Fumumpa qu'on appelle Aleph Mouzetou. Cette symbiose va faire que M. Fayoulou puisse bondir sur un tremplin qui sont ces personnes et puis monter. C'est ce qui a fait de M. Fayoulou ce qu'il est aujourd'hui. Maintenant que ces personnes-là ne sont plus avec lui, M. Fayoulou a disparu. Fayoulou est dépourvu de parachute. Il a disparu, il est soufflé. Et maintenant, il ne sait pas comment est-ce qu'il devait récupérer. Bon, étant stratège, il s'est dit, bon, je vais cautionner l'illégalité de ces régimes du processus électoral pour que je puisse respirer. Parce que, allons indicateur sur indicateur, allons sur terrain, sur plusieurs éléments. Je vais vous démontrer que M. Fayoulou ne va pas gagner les élections. Cela relève, les gens, la plupart des personnes nous disent que nous sommes des tricheurs, mais non, cela relève d'une étude, on appelle ça la prospective politique. Et pourtant, il prétend avoir gagné les élections de 2018. Non, fausseté, c'est une fausseté. Parce que nous étions avec des reportages pompeux réalisés sur France 24. Nous étions dans la partie contentieux électorale. M. Fayoulou avait toutes les capacités pour démontrer à la Cour constitutionnelle qu'il avait gagné les élections, mais il n'a pas pu apporter ses preuves. Donc, je pense que je m'exclus de ces débats. Actuellement, M. Fayoulou est essoufflé, il est désorienté. Mais malheureusement, il a désorienté toute une génération. Parce qu'il y a de ces lieutenants et de ces généraux qui sont derrière lui, qui sont aigris
au regard de ce qu'il a fait comme il a commis comme action. Parce que ce sont ces jeunes qui ont lutté, ce sont des jeunes qui ont communiqué, qui ont préparé les bases. Et monsieur, au nom de ses propres ambitions et ses propres velléités, il dit que de ne pas postuler. Je pense que la survie d'un leader politique, c'est son poids politique. La survie se dessine dans les élections. Très bien. Je pense que je vais mettre juste du piment sur un point. Lorsqu'on traite M. Félix Tshisekedi d'être un homme politique, oui, il est un homme politique parce qu'il agit dans les carrés politiques, c'est aussi un homme d'État. Félix Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, il va diagnostiquer le problème. Parmi les problèmes, il y a la question sécuritaire. Pour dire à mon frère que les bilans de Félix Tshisekedi n'est pas seulement les bilans sécuritaires, mais les bilans, c'est sur tous les domaines. Mais sur le domaine sécuritaire, posons-nous la question, qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait? J'étais en train de... Non mais Souffrir, je pose la question. Il y a monsieur le VPM Jacques Mbemba qui dénonce ou qui alerte sur l'expansion de la milice Mobutu dans le Congo central. Il y a la persistance et le renforcement continu de la coalition RPDF M23. C'est qu'il y a une sorte d'insécurité qui puisse servir d'handicap pour la tenue des élections. Je pense que Félix Antoine... Rutshuru, Ituri, Nord Kivu... Je pense que Félix Antoine Tshisekedi, c'est le digne fils des Sphinx. Et il est en train d'enfoncer pour donner ses repas aux Congolais, ses repas électoraux. Parce que si aujourd'hui nous n'organisons pas les élections, la plupart des personnes diront qu'il avait les velléités pour tricher. Ici, je pense que la question sécuritaire, c'est une question qui concerne toutes les couches de la République. Malheureusement, sur cette question sécuritaire, vous allez comprendre qu'il y a une sorte de divergence même dans les idées, dans les réflexions. Félix Antoine Tshisekedi, pour moi, c'est le seul président depuis que cette crise sécuritaire a commencé qui a entrepris plusieurs mécanismes. J'ai eu à lire, c'est un livre que je suis en train même d'écrire, je fais une analyse comparative de certains régimes politiques depuis 2000 jusqu'à nos jours, jusqu'en 2018. Vous allez comprendre que la plupart des missions qui se sont affiliées, les gouvernements qui ont succédé depuis l'ordre constitutionnel qui a été rétabli en 2006, la question sécuritaire a été là, au centre. Mais ils ont échoué. Qui ont échoué? Les autres régimes? Oui, les régimes passés à échouer. Je commence par M. Gizenga, il a échoué. M. Mouzito a échoué. Matata Pogno a échoué. Et Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi, non. Félix Tshisekedi n'a pas échoué parce qu'il a un rendement différent de ses prédécesseurs. Très bien. Félix Tshisekedi, c'est le seul président qui fait parler les langues internationales sur la question sécuritaire, qui fait parler les langues internationales. Ça signifie, nous allons à l'international, nous arrivons au concert des nations, on parle de la question sécuritaire du Congo et on sait qui est le principal instigateur. Très bien, on va évoluer. On ne va pas s'éterniser ici, à moins que les jeunes aient eu une réaction par rapport aux dernières interventions de M. Jojo Maele. Bon, en tout cas, je ne sais pas ce que je peux dire par rapport à tout ce que les camarades Joe Maele a dit, parce que moi je trouve que nous sommes en train de faire face à un régime complice. Et donc ils sont au courant de tout ce qui est en train de se faire, mais sans réaction. Et donc nous sommes en train de faire face, à ce que moi je me dis, la République commence à ressembler à une mère qui elle-même est en train de détruire ses enfants. Et donc l'État est complice de tout ce qui est en train de se passer. Et ils veulent à ce que l'une de raisons qui fera en sorte que, entre guillemets, que les élections soient repoussées, que ce soit des raisons sécuritaires. Et donc c'est ce que je suis en train c'est ce que je venais de découvrir il n'y a pas longtemps. Je menais des recherches, je me suis dit, peu importe tout ce que la CENI est en train de faire aujourd'hui, ne soyons pas surpris qu'aujourd'hui ou demain qu'on nous dise, voilà, sur la sécurité, des raisons sécuritaires sont en train de battre leur plein, et donc il faudrait que les élections soient repoussées pour l'année prochaine. Et donc c'est un élément très important. Lorsque j'ai parlé j'ai beaucoup plus parlé de la sécurité parce que je t'ai dit ici, cher camarade Joe Maele, il y a un principe en relation internationale qui dit que chaque État lutte au maximum pour sa sécurité. C'est-à-dire que c'est un élément pionnier, c'est un élément très important pour chaque leader, pour chaque chef d'État, pour chaque président de la République qui arrive au sommet. Et donc c'est un élément très important. Et lorsqu'au niveau de la sécurité, qui y est un élément important, vous échouez.
à quoi bon important que nous puissions parler des autres axes? Et donc, M. Tshisekedi a échoué, a lamentablement échoué. Sur le plan sécuritaire, non, je l'ai bien dit ici. Je l'ai bien dit ici. La sécurité est un élément très important car la sécurité, c'est la vie en fait d'un État. Mais M. Tshisekedi a trouvé la République à l'état où elle était, mais M. Tshisekedi a fait en sorte que la RDC ne puisse pas exister dans sa totalité. La superficie de la République démocratique du Congo, on ne sait plus aujourd'hui. On ne sait plus aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas parler de la RDC comme auparavant. Merci. On va évoluer, mesdames et messieurs. Vous suivez Débat 24 plus. J'ai l'honneur de recevoir sous ces plateaux Legene Kabongo. Il est président de la Ligue de jeunes du parti politique Lèvons-nous et Bâtissons. En face de lui, Jojo Maele, analyste des questions politiques et politologue de formation. Avec eux, nous analysons la question du processus électoral, mais aussi la rentrée parlementaire. Venons-en à la rentrée parlementaire au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale. On va prendre cet élément que nous propose Hilaire Nyoka et on revient sous ces plateaux. C'est la salle de plénière du Sénat au Palais du Peuple qui a servi de cadre à l'ouverture de cette session essentiellement budgétaire. Cette activité a été caractérisée par l'adresse solennelle du président Modeste Bahatouloukou Lukwebo. Dans son discours, le numéro 1 de cette chambre a déploré la dégradation de la situation sécuritaire à l'est du pays et les phénomènes Koulouna dans les chefs-lieux des provinces. Il sied de signaler que l'insécurité persiste dans la partie est du pays, notamment en province de l'Ituri et du Nord Kivu. Je déplore par la même occasion le banditisme urbain qui continue à sévir avec persistance, notamment les phénomènes Koulouna, le kidnapping et autres exactions enregistrées dans certains chefs-lieux de province. Modeste Bahati a recommandé au gouvernement d'améliorer les niveaux de vie de la population congolaise frappée par l'inflation. La situation sociale difficile en ce qui concerne d'une part le panier de la ménagère et d'autre part les autres secteurs essentiels de la vie nationale est par l'effet de l'inflation qui frappe de plein fouet notre économie. Le Sénat recommande au gouvernement de sélectionner certaines actions prioritaires en vue d'améliorer le niveau de vie et rencontrer les attentes de nos populations. Notons que le numéro 1 du Sénat a recommandé aussi au gouvernement de donner la réponse adéquate aux recommandations des professionnels de la santé pour soutenir le programme Couverture Santé Universelle. C'était le président du Sénat, Modeste Bahati, qui est revenu sur des questions pertinentes, des tâches pertinentes du gouvernement. Il recommande notamment au gouvernement de revoir la situation sociale de la population, qui est une situation qui n'est pas au beau fixe. Bahati l'a reconnu, il a dit cela, mais aussi la question sécuritaire. Est-ce qu'il est temps que ces gouvernements de la République se concentrent sur des axes prioritaires? Ce que j'aime sur Félix-Antoine Tshisekedi, c'est qu'il y a une certaine véracité au sein des autorités. On appelle le chat par son nom. C'est ce qui est très important. C'est aussi une touche qualitative que le président Tshisekedi a apportée au sein de la gestion. Mais, pour recadrer mon cher frère, je lui dirais que le Congo a perdu aucune portion de sa superficie, 2 345 10 000 km², ça existe jusqu'à aujourd'hui. M23, Bunagana, c'est une occupation, une incursion étrangère, mais cela n'instigue pas que le Congo perde une portion de ses territorialités, non. Si on aurait perdu, donc on parlerait d'un démembrement, on parlerait d'une balkanisation, mais le Congo ne connaît pas de balkanisation. Je pense que ici, dans ton plateau, nous savons qui voudrait aujourd'hui que le Congo puisse être balkanisé. On l'a dit d'une manière indirecte, mais malheureusement, 2 345 10 000 km² de la RDC existe. Merci. La question sur le social de Congolais. Le social. Le social. Déjà, ici, il y a une sorte d'ambiguïté sur la question du social, parce que le social est très mal défini par les communs des mortels ou les communicateurs robots qui passent à la télé du côté de l'opposition. Ils définissent le social par le foufou et les matembele. Pour eux, le social, c'est ça.
Le social, pour moi, je sais que c'est tout ce que l'homme a besoin, tous les éléments que l'homme a besoin pour vivre au sein de sa société. Alors, qu'est-ce que l'homme a besoin de vivre? L'homme a besoin de se déplacer, l'homme a besoin de se vêtir, l'homme a besoin de manger, l'homme a besoin de se soigner. Et quand on parle de tous ces éléments, nous sommes en train d'écorcher ou de pulser plusieurs éléments au sein du social. L'aspect sanitaire, l'aspect éducationnel, l'aspect ménage. Mais si nous partons dans tous ces aspects, il y a des avancées. Il y a des avancées, il y a aussi des freins. Et il y a aussi le pourquoi de ces freins. Dans le domaine sanitaire, avec les programmes 145 territoires aujourd'hui, nous avons des constructions en cascade des infrastructures sanitaires dans les plus bas niveaux. Ici, nous avons vu Maman et moi être réflexionné. Dans l'aspect éducationnel, depuis Félix-Antoine Tshisekedi atterri au sommet de la chose publique, jusqu'à l'heure où nous parlons, la gratuité existe. Plus de 4 millions d'enfants ont regagné les chemins de l'école. Donc, je pense qu'il y a des avancées, mais il faudra encore que nous puissions fournir des efforts. Je vous donne encore un exemple. L'insertion sociale, ce qu'on appelait hier Koulouna. Parce que hier, on tuait ces gens par l'opération Likofi. Mais aujourd'hui, ce sont des personnes responsables et des personnes qui servent à la société. Vous avez vu, il y a une portion de ces Koulouna qui venait d'une formation en Afrique du Sud, une formation pour manipuler les grandes machines. Ils venaient de l'Afrique du Sud. Quand vous allez à Kanyamaka, c'est là-bas, ce sont des personnes responsables qui construisent, qui cultivent aujourd'hui du maïs. Donc je pense que lorsqu'on parle de l'aspect social, il y a à boire et à manger. Mais il faut mobiliser à votre avis. Moi je pense qu'il ne faudrait pas être superficiel. Très bien. Il ne faudrait pas rester sur le ventre, sur le foufou. Non, il faudrait ouvrir le champ. Parce que si on reste sur le foufou, quand l'homme tombe malade, il va aller où? Si on reste sur le foufou, ça serait mal défini. Très mal définir le social. Félix Tshisekedi, il arrive au pouvoir, il trouve 30 académiens. Transco avec moins de 10 bus. Aujourd'hui, Transco a plus de 10 bus. Au-delà des Transco a accouché 30 académiens. Si vous voulez les biens des 30 académiens, ne demandez pas à Joe Maïlé. Merci. Allez à l'UPC, allez à l'UNIKIN, allez à l'IFASIC. Interrogez ces gens-là, si vous parlez du mal de ces trans, on vous lapidera. Très bien. Donc je pense qu'il y a des avancées, mais dans 5 ans, dans un pays où tout était paralysé, le Congo est un pays où, je vous donne un exemple, une certaine métaphore pour terminer par là. Vous partez vous examiner, faire des examens généraux. On vous dit, Monsieur Henri, vous avez l'insuffisance rénale. Monsieur Henri, vous avez le sida. Monsieur Henri, vous avez la tuberculose. Monsieur Henri, vous avez la malaria. Monsieur Henri, vous avez le diabète. Et tant qu'être humain, vous allez commencer par quoi? Pas plus qu'une crise, en fait. On va vous faire d'abord une dialyse pour vous remettre un rein en place, afin que le corps commence à fonctionner pour savoir comment est-ce que... Bon, les sida, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on prend d'abord les antirétroviraux pour tempérer les sida. Et la diabète, on va faire quoi? On va faire une certaine régime. Et pour la malaria, qu'est-ce qu'on fait? On cherche les antibiotiques. Pour les infections sexuelles, qu'est-ce qu'on fait? On fréquente plus les femmes. C'est ça le Congo. Très bien, merci. Une très forte métaphore. Avant de prendre monsieur Eugène de Kabongo, on va suivre cet élément le même vendredi. Monsieur, comment il s'appelle encore? Le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodja, Christophe, a aussi ouvert les hostilités en ce qui concerne cette session essentiellement budgétaire au niveau de sa chambre. Il est revenu sur plusieurs questions, notamment l'accroissement du projet de finances déposé par Jean-Michel Sama-Lukonde, un accroissement de 24,7% comparativement au projet de 2023. Il est revenu sur les axes prioritaires de ces projets de finances, notamment la sécurité, l'aspect humanitaire, l'amélioration de la gratuité de l'enseignement, le PDL 145T, la couverture santé universelle. On voit aussi cet élément avec Hilaire Nyoka et puis on revient. Plusieurs autorités du pays ont marqué de leur présence à cette séance plénière marquant l'ouverture de la session ordinaire de septembre, notamment le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, accompagné de quelques membres du gouvernement ainsi que les élus nationaux. Le président de l'Assemblée nationale, le député Christophe Mbosso, a dans son mot donné les grandes lignes des questions qui seront traitées
durant cette session qui est essentiellement budgétaire. Comme je l'ai annoncé dès l'entame de ma communication, au cours de cette session, les deux chambres du Parlement vont examiner et adopter la loi de finances de l'exercice 2024 afin de nous acquitter au cours de cette dernière session de nos deux principales missions, à savoir légiférer, contrôler et continuer ainsi de mériter la confiance du peuple congolais. L'occasion faisant les larrons, Christophe Mbosso a aussi présenté ses condoléances aux familles éprouvées du récent carnage de Goma. J'adresse les condoléances les plus attristées et exprime toute notre solidarité aux familles éplorées. S'agissant du processus électoral, le président de la Chambre basse du Parlement a soutenu que la CENI a été dotée de tous les moyens possibles afin d'organiser les élections de décembre prochain dans le délai. À cet effet, Christophe Mbosso a invité la centrale électorale à miser sur l'inclusivité de ces élections. Notons que cette session ordinaire de septembre est la dernière de l'année, mais également la dernière pour cette législature de la Troisième République. C'était là Christophe Mbosso Kodia, président de l'Assemblée nationale. Je reviens vers vous, monsieur Legène Kabongo. Une question à vous, une question directe. Que pouvons-nous espérer de cette session ordinaire? Bon, je pense qu'il n'y a rien à espérer. Il n'y a rien à espérer parce que justement, je peux respirer normalement. Parce que depuis un certain moment, ma respiration posait problème. Pourquoi? Parce que ce Parlement rempli de toutes ces personnes ayant bénéficié de la forfaiture électorale, dite entre guillemets honorable, et on a trouvé en rien d'eux l'honorabilité en fait. Je bénis Dieu. Laissez-moi bénir Dieu, être reconnaissant. Pourquoi? Parce que enfin, les 5 ans est en train d'être achevés. Je bénis Dieu justement parce que tous ces gens encore qui ont bénéficié de la forfaiture électorale seront en train de faire leurs adieux. Parce que je ne pense pas qu'ils se retrouveront encore. Ils ne vont plus revenir à votre avis. Ils ne vont plus encore revenir. Si et seulement s'il y aurait de très bonnes élections. Parce qu'avec ces élections catastrophiques, ces élections déjà trop appuyées dès le départ, il est inéluctablement impossible que nous puissions vivre le choix du peuple en fait. Et c'est ça le problème. Et donc, il faudrait que nous puissions comprendre une chose. C'est que ces parlements, s'il faudrait faire leur bilan, ces parlements a aussi échoué. Pourquoi? Parce que je vais juste prendre quelques éléments qui vont nous aider justement à comprendre que leur échec son échec a été débordant. Ici, combien de fois la population congolaise a été escroquée? Combien de fois plutôt le peuple congolais a été escroqué? On nous a amené l'affaire MyGold, qui cela a échappé au contrôle du Parlement. Et on vous dira qu'il n'était pas aussi au courant. On nous amène encore l'histoire de RAM, où cette question, vous verrez que ça a été traité avec légèreté au Parlement. Et l'argent du contribuable, je ne sais pas moi comment est-ce que je peux dire, l'argent du peuple congolais, l'argent de la population congolaise est parti comme ça. Et on doit nous dire aujourd'hui qu'est-ce que le RAM nous a réellement rapporté. Et donc, des questions sensibles dans ces parlements, il n'y a eu que des théâtres. Ah, vous estimez? Il n'y a eu que des théâtres dans ces parlements. Mais Mbosso autrefois Mbosso qui lui-même... Mais exactement, c'est pour vous rencontrer, vous répondre éventuellement. Ce n'était pas pour nous répondre, mais c'est justement parce qu'il s'est senti menacé, parce que ces jours-là, on était en train de lui pointer du doigt. On était en train de lui pointer du doigt. Et donc, l'intérêt de la population n'était pas mis au centre de certaines questions. Et vous verrez que, s'il vous plaît, vous verrez que la plupart de certaines questions, de certaines propositions de loi qu'apportait le député Adolphe Ndombasi a été rejetée. Justement, pourquoi? Parce que ce monsieur venait de l'opposition. Très bien. Est-ce que vous estimez, est-ce que vous êtes d'avis avec monsieur
Steve Mbikaï, président du parti politique travailliste, lorsqu'il estime que après les dépôts du projet de loi des finances par le Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé, il estime que ce gouvernement devra être en mesure de démissionner. Est-ce que vous partagez son avis? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que moi, je prendrai les autres projets qui ont été déposés. Le projet passé, en fait. Des lois de finances. Dit qu'il faut instaurer une dynamique qui puisse dire la vérité au président de la République. Exactement. Pourquoi dire la vérité? Parce que tous ces projets qui ont été adoptés, ils ne sont pas arrivés à réunir l'essentiel. Lorsqu'on a adopté les budgets, est-ce qu'ils sont parvenus à nous dire que voilà, d'après nos attentes, nous sommes arrivés à réunir tel montant, tel montant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de vérité et c'est tout à fait normal que j'encourage d'ailleurs une sorte de vérité que j'ai trouvée pour la première fois dans la personne de Steve Mbikaï. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il veut attirer l'attention aussi de la population, de là où il sera candidat, je ne sais pas moi. Parce qu'à l'heure actuelle, vous verrez que le projet de loi que nous a amené messieurs Samalou Kondé est un projet mêlé de la séduction. Il va nous faire croire qu'ils vont atteindre un montant là, je ne sais pas moi, qui pourra permettre à ce que la République entre dans le rail du développement, je ne sais pas moi. Et c'est là où cela pose problème. Et donc nous sommes en train d'arriver au moment où, nous sommes dans un moment où tout le monde est en train de chercher, si pas tous ces députés, et même certains membres du gouvernement, cherchent à séduire. On parle de 40 000. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. On est en train de chercher à séduire leurs électeurs en fait. Et pour ce faire, on vous fera croire que voilà, nous allons atteindre ceci, cela. Alors que tous ces projets passés, on n'arrivait même pas à atteindre les 70%. Voilà pourquoi Steve Mbikaï, je lui donne encore raison, en disant que il faudrait que ce gouvernement arrive à dire la vérité à M. Tshisekedi. C'est tout à fait normal aussi parce que M. Tshisekedi n'a toujours pas été au courant de certaines choses. Et c'est normal. Très bien. On va revenir vers vous. Nous tendons déjà petitement à la fin de notre émission. M. Jojo Maele, est-ce que le projet de loi des finances tel proposé par Jean-Michel Samalo Kondé est-il réaliste? Très réaliste. Je pense que un pays grandissime comme la République démocratique du Congo, il ne faudrait pas l'habituer par des choses très minimes. Parce que, vous savez, antérieurement, on nous a habitués avec des choses très minimes, des choses très médiocres. Et on gonfle les chiffres ou... Non, on ne gonfle pas les chiffres, on est très réaliste. Vous savez, lorsque mon frère parlait de la séduction, moi je vais parler même des amadoués. Il dit que actuellement on veut amadouer la population. Mais il parle de Jean-Michel Samalo Kondé qui va amadouer la population, qui veut séduire la population. Exactement. Et moi je dirais aussi, lorsque les entreprises publiques comme la DGI ont élargi l'assiette fiscale, là aussi on voulait amadouer la population. La gratuité de l'enseignement, là aussi on voulait amadouer la population. La route Elenguesa, là aussi on voulait amadouer la population. Et je pense que dans un État comme le nôtre, tout est calculé et tout est calculable. C'est sur base de temps qu'on accomplit des actions. Alors je pense que lorsqu'on parle, il a parlé de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait avec RAM, Malgol Rêve, je sais pas, je ne peux pas entendre dans ces débats. On a escroqué les peuples, mais on escroqué les peuples. Mais il faudrait dire, je l'ai dit ici sous Félix Antoine Tshisekedi, nous connaissons une beauté démocratique, une respiration démocratique avec ces indicateurs. C'est les rares régimes qu'on a vus à chaque fois qu'il y avait un problème. Je vous ai dit que l'instance parlement est rentrée dans ses fonctions. On convoque les ministres, on appelle ça question orale avec débat, pour qu'ils viennent se justifier sur base des chiffres, sur base des documents, sur base de l'argumentaire. Est-ce que nous n'avons pas regardé cette plénière-là? Moi, vous, nous avons regardé. Comment est-ce que le ministre Kibasa s'est justifié? Donc, si vous n'avez pas regardé, il y a encore des annales. Je pense que c'est 24 à ça. Vous pouvez nous faire sortir ces films pour que nous puissions analyser. La question budgétaire. Oui, une session spécialement budgétaire, la session de septembre. Qu'est-ce qu'on peut espérer de bon? Mais il faudrait aussi dire à ce que dans cette session budgétaire, il y a une question qui est sous-cachée. La question de la reddition des comptes. Mon frère a dit une chose, qu'il faudrait qu'on nous dise la vérité. Oui, quand on élabore la loi budgétaire
qui est un projet venu du gouvernement, il y a aussi la loi sur la reddition des comptes élaborée par le gouvernement. Cette reddition des comptes, c'est cette vérité que mon ami cherche. Ouais. Comment est-ce qu'on a eu à dépenser les budgets antérieurs? Est-ce que le budget antérieur a été atteint? Vous cherchez cette loi sur la reddition des comptes. Bientôt, ça va être déposé à l'Assemblée nationale. Cherchez ces documents. Et vous allez constater si ça a été atteint ou pas, et vous allez nous revenir. Nous avons un régime qui nous a instauré la beauté démocratique. La reddition des comptes, nous étions en train de le voir dans d'autres cieux. Mais nous avons connu 5 ans d'une exercice budgétaire, 5 ans d'une reddition des comptes, reddition des comptes. Donc je pense que c'est très normal. Alors le budget, c'est normal. Je pense, comme j'ai dit, pour un pays si grand comme le Congo, 16,5 milliards, il ne serait pas grandissime, mais il faudrait oser. Ici, la seule question qui reste, c'est la question de la répartition d'une manière stratégique et systématique de ces budgets. Ça va être votre dernière prise de parole. Hein? C'est cette question qui reste. Ouais. Alors, si le gouvernement, par le biais de M. Samalou Kondé, opte pour des stratégies de répartition équitables dans des domaines très majeurs de la société, on va gagner les paris. Parce que je vous ai dit ici que nous avons trouvé un pays malade avec multiples maladies chroniques. À mon humble avis, dans quel domaine on doit mettre plus d'argent? Pour moi, je trouve qu'il y a des grands domaines. Et je veux me justifier. L'agriculture et la nouvelle technologie. L'agriculture va permettre à ce que nous produisons dans le domaine primaire. Et puis, cette agriculture va permettre à ce que nous naviguons du domaine primaire au domaine secondaire. Parce que lorsque on produit assez pour nourrir, et on va créer des industries de transformation qui vont permettre à ce que nous puissions aussi importer tout ce que nous avons produit ici. Et la question de la nouvelle technologie, c'est une question très importante, parce que le monde actuel, c'est la nouvelle technologie, avec les inventions, avec tout ce que nous connaissons. Merci. Et nous avons une intelligence à ne pas rechercher. Nous avons une intelligence grandissime. Merci, il suffirait seulement de mettre le moyen. Merci. Je reviens vers vous, monsieur Eugène Kabongo. Souffrez, le Eugène Kabongo, votre dernière prise de parole pour conclure. Avec cette session essentiellement budgétaire, de quel côté doit-on orienter ces finances? Bon, je pense qu'il s'est toujours posé le problème de la répartition budgétaire. Vous allez constater que la présidence elle-même a toujours consommé beaucoup que les autres. Il y a eu le différent sectaire que le camarade Joe Maele a essayé d'acclamer M. Tshisekedi quand il a parlé de l'éducation, disons la gratuité de l'enseignement. Mais à chaque fois ici, j'ai dit que il ne faut pas se limiter sur la qualité, mais il faut aussi toucher le plan de l'efficience, c'est-à-dire que la qualité de cet enseignement. Vous verrez que vous verrez qu'il y a d'autres écoles où les élèves dans une salle de classe le nombre des élèves dans une salle de classe était de 30. Vous verrez que le nombre est soit triplé aujourd'hui, justement parce qu'il n'y a pas des écoles. Alors, on nous a dit ici qu'il y a eu beaucoup d'écoles qui ont été construites. En cascade. Sur le plan, comment dirais-je, sur le plan réel comme ça, nous ne sommes pas encore en train de voir ça. On nous dit. Très bien. À votre avis, quel domaine doit-on répartir ça? Je pense qu'il y a des domaines très essentiels. Il y a des secteurs très essentiels sur lesquels les finances qui est en train d'être travaillé devra se focaliser. Le premier secteur, c'est au niveau de la sécurité. Très bien. Voyez-vous, au niveau de la sécurité, parce que avec l'insécurité que connaît la République démocratique du Congo, il faudrait que nous puissions nous battre pour justement trouver une solution. Parce qu'on en est marre. Le Gomatracien, tous ces mondes-là, en Ituri, ils en ont marre. Il faudrait qu'il y ait des solutions importantes de politique publique très fondamentale qui doit faire en sorte que dans toutes ces parties-là de la République démocratique du Congo où la paix est un élément introuvable, qu'ils puissent au moins respirer dans un bon climat en fait. C'est ce que nous sommes en train de chercher. Et non seulement la sécurité, au niveau même de l'éducation, pourquoi pas la santé et aussi les sociales pour que le peuple congolais vive dans des conditions
comme le vivre dans d'autres, au niveau de l'Occident en fait. Merci beaucoup. Juste pour lui rappeler monsieur que la RDC c'est pas Kinshasa. Si vous ne palpez pas à Kinshasa, ça signifie que dans d'autres cieux il y a plusieurs infrastructures qui se sont construites. Merci, on devra conclure par ici. Merci à monsieur Jojo Maele pour cette participation active. Merci à monsieur le jeune Kabongo pour votre première participation et la brillante participation. Merci. Quoique ça n'a pas été facile. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir fait confiance. Nous prenons rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité. Merci. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'enseignement, pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+.